Bonjour Pascal Bossan. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On est dans vos locaux, dans les locaux de Bossan Conseil à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Vous êtes la toute première invitée de Patrimoine Online. On est ravis de faire Quel cette privilège. émission avec vous. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Pascal, le métier vous connaît bien. Je vais quand même vous présenter parce que vous avez quand même plusieurs casquettes. Vous êtes dirigeante de votre cabinet Bossan Conseil que vous avez créé en 2002, membre du comité du label ISR, présidente du collectif 1% pour la planète France, et vous étiez d'ailleurs le premier cabinet de CGP à rejoindre ce collectif, autrice de 3 ouvrages sur l'écologie et l'investissement responsable et présidente de la commission durabilité de la CNCGP. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Pascal? C'est déjà beaucoup, c'est presque un peu trop. La liste est déjà bien longue. Alors si on est bon, si on a tout ce qu'il faut, et ben c'est parfait, on peut commencer tout de suite avec la première rubrique. Ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité selon Pascal Bossan, c'est parti. Alors Pascal, pour la première rubrique, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Je vous écoute, quelle est la première? Alors la première rubrique que j'ai choisie, enfin le premier thème que j'ai choisi, c'est la réforme du label ISR, donc le label de l'investissement responsable, qui enfin vient de rendre sa copie. Dans sa nomenclature définitive. Exactement, voilà. Donc, grande actualité. Alors on rappelle qu'avec cette dernière version, le label va être beaucoup plus exclusif. Il va notamment exclure les pétrolières, les entreprises qui exploitent du charbon, des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploitation de raffinage d'hydrocarbures. Ça a été un long combat pour vous, Pascal Bossan, parce que vous êtes dans le comité du label ISR. Oui, absolument. J'y suis depuis 2 ans. Il faut quand même se dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de représentant de la distribution. Donc, je suis très heureuse de représenter finalement tous les distributeurs d'épargne et par ce biais finalement de représenter l'épargnant final. Ce label, il a été un peu victime de son succès. Il fallait resserrer les mailles du filet et c'est exactement ce qui va se produire. C'est-à-dire que ce label va devenir plus sélectif et donc il va y avoir des exclusions. Depuis que la nouvelle nomenclature a été publiée, les sociétés de gestion ont commencé à se positionner. Je voulais vous faire rebondir sur l'article de mon excellente collègue Laurence Marchal, que l'on salue. En novembre dernier, peu de temps après l'annonce, elle a interrogé des sociétés de gestion qui sont très investies sur les pétrolières. Elle a notamment interrogé la responsable de l'investissement durable de DNCA qui disait, et je la cite, « Les gérants qui souhaitent conserver cette approche qui ne relèvera plus du label ISR pourront la maintenir. Nous acterons alors une délabellisation. » Pascal Bossan, des sociétés de gestion qui disent clairement qu'elles préfèrent abandonner le label ISR plutôt que d'abandonner les pétrolières. Quand vous entendez ça, ça vous énerve pas? Moi, j'essaye toujours, de manière générale, de voir le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein, dans ce cas de figure, eh bien, c'est que le label va être plus sélectif. Et finalement, pour l'épargnant ou pour les conseillers, finalement, ce sera un moyen plus simple finalement de flécher l'épargne, d'orienter l'épargne et de guider les souscripteurs, enfin les épargnants, avec un label finalement qui sera plus exigeant, qui sera plus sélectif. Et oui, il va y avoir des délabellisations. On est tous conscients au comité du label. On espère que ce sera quand même mesuré. On espère surtout qu'il y aura beaucoup plus d'engagement actionnarial de la part des sociétés de gestion, c'est-à-dire beaucoup plus de pression qui sera mise sur la part. Sur le G plutôt que sur le E. Mais oui, bien sûr. Deuxième actu, Pascal Bossan. Alors, deuxième actu que j'ai noté, c'est tout ce qui se passe autour des fonds en euros, en particulier les performances finalement meilleures que prévues et les taux boostés qui sont proposés de manière on va dire massive par nos partenaires assureurs. Et ça, on a vu que justement, il y a des associations type AFR, etc., qui ont rendu des fonds en euros qui sont en dessous, des taux qui sont en dessous du marché. Ça, c'est un peu une première, ou en tout cas une situation un peu inattendue. Comment vous observez tout ça? Oui, alors à côté de ça, on a plutôt des bonnes surprises aussi. On a des assureurs qui annoncent des taux supérieurs à ce qu'on imaginait. Generali, par exemple, vient d'annoncer une bonne nouvelle. Je pense que de manière générale, si on peut diversifier ses avoirs auprès de plusieurs assureurs, de toute façon, c'est une bonne chose. Ça évite de peut-être avoir quelques petites déceptions ponctuelles. Je pense que surtout la bonne nouvelle, c'est bien les taux boostés qu'on a. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce contexte-là. Ça nous aide, nous, distributeurs, et je pense que ça va aider aussi les épargnants à peut-être retourner ou en tout cas continuer à se tourner vers cet outil formidable que reste l'assurance vie placement. Troisième actu, Pascal Bossan. La troisième actu que j'ai choisie, c'est les fusions dans notre écosystème et en particulier la grande annonce. Alors je crois savoir de laquelle vous allez parler.
de nos amis Erez et Cyrus. C'est une actualité qui me fait réagir. Alors bien sûr, c'est un mouvement de consolidation qu'on constate et que j'admire les grandes réussites de notre écosystème. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. On a la partie immergée de l'iceberg dont je fais partie, c'est-à-dire toute une... Les cabinets de taille moyenne. Exactement. Oui, parce qu'on le rappelle, la fusion de Cyrus et Erez, ça devrait représenter à peu près 15 milliards d'euros d'actifs, conseillers, sous gestion, etc. Oui, et donc la partie émergée de l'iceberg, eh bien, c'est tous les cabinets indépendants avec une approche peut-être artisanale dans le sens noble du terme ou familiale qui, je pense, ont toujours une place dans ce paysage de l'épargne et je trouve que c'est important aussi de mettre l'accent sur nous, cabinets de taille plus petite. La consolidation du marché avait déjà commencé, mais là c'est la première fois qu'on a une opération de cette ampleur-là. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change la donne en fait? J'avais un bon ami CGP qui me disait à côté de ça, je suis pas un petit poisson, je suis du plancton. C'est vrai que 15 milliards c'est quand même énorme. Est-ce que ça change la donne au niveau des relations avec les fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de produits mais aussi des fournisseurs de solutions? C'est pas impossible que ça la change à l'avenir. Il y aura certainement plus de pression, un rapport de force peut-être un peu plus égalitaire finalement, qui aura lieu avec nos partenaires. Objectivement, à mon niveau, ça ne change pas grand-chose. Vous n'avez pas peur que les fournisseurs se disent à un moment, on va faire des économies d'échelle, on va peut-être travailler davantage avec des gros réseaux de CGP, ça ira plus vite, plutôt que d'aller travailler au cas par cas avec des cabinets de taille moyenne? Vous n'avez pas cette peur-là? Non, moi j'ai plutôt toujours au contraire les échos inverses de la part de nos partenaires qui nous disent mais finalement heureusement que des cabinets comme toi existent et continuent et portent le flambeau d'une vision un peu plus, encore une fois, un peu plus artisanale. Et oui, parce que pourquoi justement oui. Parce que ça permet quand même d'avoir finalement un réseau de distribution un peu plus, un peu plus large, un peu plus vaste, plus diversifié. Et je pense que ça diversifie aussi les risques chez nos partenaires. C'était donc vos 3 infos. Du moins, Pascal Vaussan, à mon tour, maintenant, je voulais vous faire réagir sur une interview. En décembre dernier, la rédaction était à Strasbourg pour les cercles de l'AGFI, un événement qui rassemble les professionnels de la gestion de patrimoine locaux. On a notamment rencontré Anaïs Hamelin, qui est professeure à l'université de Strasbourg. Elle mène notamment des travaux sur les finances des entreprises et des ménages. On l'écoute et on revient juste après avec Pascal Vaussan. On ne va pas parler de biais du genre, mais l'effet du genre sur les décisions financières, en fait, il peut s'expliquer par différents phénomènes. Un premier, ça peut être lié à des phénomènes de stéréotypes. Donc, on va considérer dans une culture, dans un environnement, que les femmes, peut-être par exemple si on prend les femmes entrepreneurs, que les femmes sont moins à même de gérer une entreprise. Et donc, ces femmes, quand elles vont aller demander un emprunt pour créer leur entreprise, vont être discriminées et donc on va moins leur accorder ou octroyer de prêts qu'un homme qui aurait les mêmes caractéristiques. Donc là on est vraiment dans une discrimination. Et au risque qu'elle s'auto-censure aussi du coup à cause de cette peur-là. Alors en fait cette hypothèse de discrimination on ne l'observe pas vraiment. Et effectivement, maintenant, un ensemble de réglementations et puis d'évolution de la société font que c'est des choses qu'on observe moins. Par contre, on observe quand même que les femmes ont tendance à moins accéder au crédit que les hommes. Et là, l'hypothèse qui émerge et qui est validée par les études, en tout cas qui ont été réalisées là-dessus, c'est en fait qu'il y a une intériorisation du stéréotype par les femmes. Et anticipant qu'elles vont être discriminées, elles n'osent même pas demander du financement. Et on appelle ça le phénomène de découragement que l'on observe aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des femmes entrepreneurs. Alors Pascal, autocensure, découragement, autodécouragement, est-ce que ce sont des termes qui vous parlent et que vous constatez auprès de votre clientèle féminine? Alors déjà, je le constate dans la profession au niveau des femmes. Des conseillères. Des conseillères en gestion de patrimoine. Moi, quand j'ai commencé ce métier, quand j'ai créé le cabinet il y a 20 ans, il y avait à peu près 15% de femmes à la tête de leur cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le pourcentage, il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas bougé en 20 ans. Donc là, ça me désole un peu. C'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin, malheureusement, il n'est pas assez développé. Et pourtant, on a autour de nous beaucoup d'exemples de femmes qui réussissent très bien dans ce métier. Donc effectivement, on a malheureusement certainement un biais culturel avec tout un tas de raisons qui expliquent cette problématique.
Et effectivement, au niveau de la clientèle, on peut effectivement, alors même si on a tous des contre-exemples, on a quand même une ligne directrice. Aujourd'hui, finalement, nos clients sont plutôt des hommes. Lorsqu'on a un couple, finalement, on peut ne rencontrer que monsieur. Alors nous, on insiste. Alors même que les deux vont être concernés. Mais bien sûr, moi j'insiste beaucoup pour rencontrer les deux, pour que madame soit aussi associée dans la décision, au moins soit informée. Et du côté des CGP et des CGPET, je ne sais pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais est-ce que vous voyez quand même une évolution? Parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dirigeantes de leur propre cabinet, mais au-delà des entrepreneuses, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le salariat une montée de la féminisation de cette profession? Alors, en gestion de patrimoine, je crois qu'il y a à peu près, dans les diplômes, dans les formations en gestion de patrimoine, il y a à peu près une certaine égalité. Après, c'est vrai que dans le monde bancaire, par exemple, on a toujours cette égalité parce que la banque est un secteur qui convient bien aux femmes, notamment lorsqu'il peut y avoir des arrêts en congé maternité, etc. La difficulté, après, c'est le passage à l'indépendance. Merci Pascal.